Bonjour les croque-lecteurs, ici Lucas, en compagnie de Noah. On se retrouve pour notre dernière émission. Les bonnes choses ont une fin, malheureusement. Je laisse la parole à Noah pour nous présenter le sommaire. Pour finir la 9e saison de Croque Lecture, nous vous proposons une émission très spéciale. En effet, elle est composée de A à Z d'interviews réalisées par Rana au Salon du Livre Jeunesse du Vexin. On espère que cela vous plaira. Première interview, et pas des moindres, celle de David Motet. Comment ? Vous ne connaissez pas l'auteur de New Earth Project ou de Dossier Handel ? C'est l'occasion de le découvrir. Salut les croque-lecteurs, je vous retrouve avec grand plaisir aujourd'hui au Salon du Livre du Vexin en ce samedi 25 mai pour une interview qui s'annonce passionnante. En effet, je suis accompagnée de David Motet, un auteur que vous connaissez sûrement. Pour commencer, pourriez-vous nous présenter votre dernier roman jeunesse, Les Secrets de Taranis, paru en février 2019 ? Alors bonjour, bien Les Secrets de Taranis que j'ai ici. C'est mon dernier roman en effet qui est paru il y a quelques mois. Donc c'est un roman plutôt fantasy, donc mon premier roman fantasy. Qui va nous parler d'Ambre de Volontas, une jeune femme, on va dire, qui a tout, puisque son père possède un duché, le duché des Sept Baies, et c'est également le bras droit de l'empereur. Elle est même un petit peu capricieuse au début du livre, voire même presque énervante, mais du jour au lendemain, sa vie va basculer, puisque l'empereur envahit le duché de son père. Fait prisonnier son père, en tuant au passage pas mal de soldats, et Ambre va avoir la chance de pouvoir s'enfuir par un passage secret, et débute alors pour elle une nouvelle vie, puisque elle n'a plus d'appui, plus rien. Donc elle va devoir découvrir Taranis qu'elle ne connaît pas aussi bien qu'elle le pensait. Mais je n'en dirai pas plus. Après Les Membres de l'Alliance, New Earth Project et le Dossier Handel, vous revenez avec un ouvrage de fantaisie, genre littéraire que vous n'aviez jamais exploré jusqu'à maintenant. Était-ce un défi pour vous ? Alors oui et non. Moi en fait j'apprécie plusieurs genres de littérature, la science-fiction, le roman policier, la fantasy. Donc pour moi c'est pas vraiment un changement par rapport à ce que je lis. Par contre c'est un changement par rapport à ce que j'ai fait avant bien sûr. Mais un défi non, mais une envie en fait tout simplement. Moi j'écris pour la liberté, le plaisir et je me fixe pas de limites en fait. Donc je sais pas ce que j'écrirai demain, peut-être j'écrirai encore un autre genre, mais en tout cas c'était plus un plaisir qu'un défi. Dans New Earth Project, ayant connu un grand succès, vous traitez la thématique du climat et celle des classes sociales. Cela vous semblait-il important d'alerter les jeunes sur notre avenir si nous n'agissons pas ? Alors oui, en général je fais pas forcément des romans engagés. Je considère que faire un roman déjà qui plaît aux jeunes lecteurs et qui leur donne envie de lire, je trouve que c'est déjà une victoire. Donc quand j'écris, je pense toujours à ça, à me dire comment donner envie de lire au lecteur, comment capter son attention pour ne plus la relâcher. Ça, c'est mon objectif premier. Et puis, bien sûr, au-delà de ça, il y a des messages qui passent dans tous mes livres, notamment sur les différences, sur les inégalités. Mais dans New Earth Project, c'était particulièrement marqué. Et c'est en plus un roman qui, je le dis souvent, était un peu mon médicament anti-Trump. Quand Donald Trump a refusé d'appliquer les accords de Paris, ça m'a mis en rogne. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire ? Et moi, je ne sais pas faire grand-chose à part écrire. Donc je me suis dit qu'un roman sur ce sujet-là, ça pouvait être intéressant et faire réfléchir. Vous avez publié tous vos romans jeunesse chez Didier Jeunesse. Qu'appréciez-vous chez cette maison d'édition ? Comment collaborez-vous ? Ce que j'apprécie particulièrement chez Didier Jeunesse, c'est ce que j'essaye de retranscrire dans mes livres, c'est le côté humain. Moi, j'écris en plus d'un travail, je suis enseignant, et je veux que ça soit une parenthèse un peu magique dans ma vie, l'écriture. Et quand on a affaire à des gens bien, ça facilite les choses. Donc voilà, donc je les remercie parce que j'aime vraiment travailler avec eux. Vous écrivez aussi des romans pour les adultes. Quelle différence pouvez-vous constater entre l'écriture d'un ouvrage jeunesse et celui d'un ouvrage adulte ? Alors, il y a un auteur que je connais qui s'appelle Fabien Clavel, qui m'a dit une fois, et je le répète parce que je trouve ça très vrai, qu'on devrait appeler la littérature jeunesse littérature pour tous. Parce qu'on peut la lire un peu plus tôt, mais elle ne s'adresse pas forcément qu'à la jeunesse. Et moi, quand j'écris pour la jeunesse, j'essaye de ne pas faire des textes trop naïfs,
parce que je considère qu'on ne doit pas prendre le jeune lecteur pour un imbécile. Je dirais tant pis ou même tant mieux s'il y a des mots compliqués, s'il y a des choses qu'il ne comprend pas, à lui de faire le chemin aussi pour aller vers cette complexité. Donc j'essaie d'écrire de la même manière. Après, il y a des paramètres qu'on doit un petit peu modifier, notamment sur la violence, sur le sexe, sur aussi la complexité de l'histoire. J'essaye pour les plus jeunes de faire des livres un peu plus linéaires, avec moins d'intrigues qui se croisent, de choses compliquées. Mais sinon, j'écris de la même manière. Vous exercez donc le métier de professeur de sport. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir écrivain ? Moi, je suis arrivé dans l'écriture un peu par hasard, si ce n'est par la lecture quand même, parce que je lisais beaucoup. C'est un exercice proposé par un prof de français en dernière année de fac, un peu surréaliste, qui n'avait rien à voir avec ce qu'on faisait d'habitude. Il nous a proposé d'écrire la suite d'une page de roman, et pour moi, ça a été le déclic. Donc ça a vraiment commencé comme ça. Pour quand est prévue la sortie du tome 2 des Secrets de Taranis ? Avez-vous d'autres projets en perspective ? Alors, Les Secrets de Taranis, le tome 2 est presque terminé, donc il sort en août. J'ai un autre roman polar technologique qui s'appelle Alice, qui va sortir aussi en septembre. Donc ça, ce sont les projets à court terme. Et puis pour 2020, je travaille sur un projet un petit peu dans l'esprit New Earth Project, où on suivra des migrants, mais des migrants français. Donc voilà, ce qui va sortir un petit peu de l'ordinaire, qui vont devoir quitter la France pour survivre. Juste magnifique cette interview, surtout que David Moitet vient de remporter le 4e Grand Prix des croque-lecteurs. Passons à la suite avec une interview de 2 autrices que nous suivons assidûment, Sylvie Bossier et Pascale Perrier. Je suis cette fois-ci accompagnée d'un duo d'autrices formidables. Il s'agit bien évidemment de Sylvie Bossier et de Pascale Perrier. Merci à vous d'avoir accepté cette interview. Votre dernier roman intitulé Là-bas tout ira bien vient d'être publié aux éditions Scrinéo. Pouvez-vous nous le présenter ? Bonjour. Donc il s'agit d'un roman qui parle d'exil. Ça se passe en France dans les années 2030, donc c'est légèrement futuriste. Et dans cette France, il y a une crise économique majeure qui fait que les gens n'ont plus à manger, n'ont plus de travail, c'est la catastrophe. Et un certain nombre décident de partir. Et nous allons suivre 3 personnages. Donc je prends la suite, bonjour à tous. Nous allons suivre 3 personnages qui vont partir là-bas, parce que là-bas, à 4 km plus au nord, on dit qu'il y a du travail et de quoi manger. Donc ils vont essayer d'aller jusque-là, s'ils y arrivent, en espérant que là-bas, tout ira bien. Dans ce roman d'anticipation, vous présentez une France en crise touchée par l'émigration de sa population. Comment vous est venue cette idée ? Est-ce en écho avec l'actualité ? Oui, bien sûr, c'est en écho avec l'actualité. On est chacune de façon différente très sensible à la question des gens qui viennent en France tenter de trouver une vie meilleure. Et il y a beaucoup de livres pour la jeunesse qui s'emparent de ce sujet. Nous, on voulait le traiter de façon différente. Et surtout pour toucher les jeunes d'ici. Et on s'est demandé comment faire. Et on s'est dit que faire partir des jeunes Français et leur faire imaginer de tout perdre leur maison, leur famille, perdre tout ce qu'ils avaient l'habitude d'être, ça pouvait être une façon de les sensibiliser à ce qui se passe actuellement. Sans en dévoiler trop, vous n'épargnez pas les héros sur ce voyage. Pourquoi avez-vous fait ce choix ? Pourquoi avoir fait le choix de ne pas épargner les héros ? Mais parce que le départ, justement, dans une France dans un état catastrophique, ils ne peuvent pas être épargnés. Justement, plus personne n'est épargné et c'est ça qui nous intéressait, c'est le dénuement de plus en plus important que les jeunes et que les familles subissent parce que le monde entier est en difficulté. Comment est-ce qu'on va faire pour survivre ? Comment est-ce qu'on va faire pour tenir le coup ? Donc en fait l'idée c'est ils perdent, sans dévoiler l'histoire, mais ils perdent l'endroit où ils vivent, leurs années collège, ils perdent peut-être aussi pour certains leur papier d'identité, ils ne sont plus qu'eux-mêmes. En fait, qu'est-ce qu'on est quand on n'a plus tout cet habillage social et qu'on est juste un corps avec un prénom ? C'est un peu la question qui se pose en fait.
Vous travaillez avec beaucoup de maisons d'édition, dont Scrinéo, Fleurus ou encore Oscar. Cela vous offre-t-il plus de liberté ? Ce qui est intéressant dans le fait de travailler avec plusieurs maisons d'édition, c'est que chacune a une façon de voir les choses, une politique éditoriale qui est différente. Et certains textes correspondent bien à certaines maisons d'édition, d'autres textes correspondent mieux à d'autres maisons d'édition. Donc ça, oui, ça nous laisse plus de liberté dans la mesure où ce qu'on écrit va aller bien dans une maison et aurait été moins confortable dans une autre. Avez-vous de futurs projets en commun ou chacune de votre côté ? Les deux. Un projet en commun pour lequel on est en réflexion, même deux. Et puis chacune des romans et d'autres livres en préparation. Alors pour les projets en commun, c'est un peu tôt, parce qu'on n'a pas encore l'aval. Moi, j'ai un roman qui va sortir donc chez Oscar qui s'appelle Chère Maman, un roman court dans la collection court-métrage et dont que j'attends avec impatience. Ce sera le 13 juin. Voilà, donc effectivement pour les projets en commun, nous-mêmes on est en train de les mûrir, donc c'est vraiment trop tôt pour en parler. En ce qui concerne les prochaines parutions, j'ai un livre qui sort au mois de novembre, qui va s'appeler Le Lion endormi chez Oscar, qui parle d'adoption de Colombie, d'éruption de volcans et dans lequel il y aura beaucoup de mouvements. Pour la dernière surprise du chef de l'année, nous terminerons avec suspense, Jean-Christophe Tixier, dont l'actualité est particulièrement riche, comme vous allez le voir. C'est avec un grand bonheur que l'équipe de Croque Lecture reçoit aujourd'hui Jean-Christophe Tixier pour une nouvelle interview qui s'annonce passionnante. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter votre dernier roman Lancer l'alerte paru chez Rajo ? Bonjour, alors Lancer l'alerte, c'est un roman qui parle d'environnement et de la thématique des lanceurs d'alerte, dont on entend beaucoup parler dans les médias en ce moment. Le héros, César, ça commence, il reçoit un texto sur son portable sur lequel il est marqué « Ta mère est une balance ». Et en fait, on apprend très très vite que sa mère, qui travaille dans une usine chimique et qui conduit des camions-citernes, l'usine lui demande d'aller déverser le contenu de la citerne dans la nature et elle, au bout d'un moment, elle n'en peut plus de commettre ce genre d'actes et donc elle décide de filmer. Elle a filmé ce qu'elle était en train de faire et elle l'a diffusé sur les réseaux sociaux pour dénoncer l'entreprise. Et c'est un des très gros employeurs de la région, donc ça va avoir des conséquences importantes et César va se retrouver pris dans ce tourbillon. Et je ne peux pas en dire plus. Vous êtes le premier à aborder la thématique des lanceurs d'alerte dans un ouvrage jeunesse. En quoi cela vous a-t-il semblé intéressant ? Alors, je ne sais pas si je suis le premier, mais en tout cas, ça fait un moment que j'y pense et je tenais à le faire. On est dans une société aujourd'hui, on sait qu'il y a plein d'abus. C'est très très compliqué d'avoir le courage, et je crois qu'on est tous pareils, d'avoir le courage de dénoncer. Puisqu'on sait que derrière, et malheureusement quand on voit les lanceurs d'alerte qu'il y a pu y avoir sur différentes thématiques, que ce soit environnementales ou bancaires, ce sont des personnes qui ont dénoncé, oui, mais qui derrière ont été pris dans un tourbillon qui les a complètement broyés. Aujourd'hui, on a mis en place une législation de protection des lanceurs d'alerte. Ça reste un sujet sur lequel je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire, de manière à ce que sous la pression de l'opinion publique, il faudrait encadrer encore un petit peu plus le statut pour protéger les lanceurs d'alerte, qui sont de vrais héros. Vous choisissez le point de vue de César, fils de la lanceuse d'alerte. Quelles étaient vos intentions à travers ce choix ? Alors il y a César et puis il y a aussi son ami IE qui aussi présentera toute une partie, puisque César est le fils de la lanceuse d'alerte et lui se retrouve à subir. C'est-à-dire que lui, il n'a pas choisi d'être lanceur d'alerte. Donc la question est, est-ce que je dois soutenir ma mère ? Lui, il se retrouve au milieu de tous les intérêts. Ses copains, les parents de ses copains travaillent dans l'usine, donc ses copains lui en veulent. Il est dans une situation qui est un débat interne auquel on peut tous être soumis à un moment ou à un autre, sur lequel il n'y a pas de réponse. C'est qu'est-ce que je fais, moi ? Sur quoi est-ce que je dénonce ? Est-ce que je me tais ? Chacun possède sa propre réponse et c'est un débat qui est compliqué parce qu'il n'y a pas une bonne solution, il n'y a pas que des points positifs face à des points négatifs et c'est souvent un petit peu ça la vie. On est confronté à devoir prendre des décisions sans qu'il y en ait forcément une totalement bonne par rapport à tout ça.
En avril 2019, vous avez publié La Révolution chez Michel Lafon, une BD située dans un univers de dystopie qui traite le sujet d'une révolution fictive. Comment s'est déroulée la collaboration avec Au Hasard pour votre première bande dessinée ? Alors c'est lui qui est venu me chercher, donc c'est un illustrateur. Il est venu me chercher parce qu'il avait lu une de mes histoires qui s'appelait La Révolution. Il m'a demandé si ça m'intéressait d'en faire une adaptation BD. Ce qui est passionnant avec la bande dessinée, c'est un vrai travail de collaboration. Alors moi je risque pas de lui donner des conseils, je suis un niveau 2e année de maternelle en dessin, et encore je crois que je me vante un petit peu. Et c'est un travail de collaboration parce que c'est lui qui va donner vie et qui va faire vivre des personnages ou des émotions que j'évoque dans mon histoire. Donc il me donne son avis sur le découpage de l'histoire, moi je donne mon avis aussi sur la manière dont il va les faire vivre dans les scènes et dans les cases qu'il est en train de créer. Et c'est une collaboration qu'on est en train de renouveler puisqu'il y aura une suite à La Révolution qui devrait sortir l'année prochaine. Ces derniers jours est ressortie la trilogie Les Initiés. Qu'est-ce que cela vous fait de retrouver votre série avec de nouvelles couvertures ? C'est forcément un grand coup de cœur parce que moi j'ai démarré chez Rajo et dans la littérature jeunesse avec le premier tome des Initiés. Donc quand je vois le chemin parcouru, puis pouvoir revenir aujourd'hui et les défendre de nouveau, c'est forcément un grand plaisir. Puis alors là, j'avoue que les couvertures, ils ont fait fort, elles sont magnifiques. Après votre roman Quand vient la vague, écit avec Manon Fargeton, on a entendu dire qu'il y aurait un autre projet en cours. Alors, il est en cours, il est même plus qu'en cours puisqu'on est en train de le terminer. Il devrait paraître l'année prochaine. On n'a encore un titre provisoire, donc je ne vais pas le communiquer. On reprend, pour ceux qui ont lu Quand vient la vague, on reprend 2 personnages secondaires, les personnages de Romane et de Jules. On va leur faire vivre d'autres choses, mais du coup on aura des nouvelles de Nina et Jules, et donc c'est une suite sans être une suite, mais un petit peu quand même, voilà. Avez-vous de futurs projets ? Pouvez-vous nous en parler ? Alors dans les futurs projets, il y a ce 2e tome pour la bande dessinée qui devrait s'appeler L'Utopie, mais avec un H majuscule. Il faudra lire pour comprendre pourquoi. Il y a ce 2e roman avec Manon. Donc là, le titre, c'est encore trop tôt pour pouvoir en parler. Il va y avoir un 5e tome de la série 10 minutes. Qui lui, le titre vient d'être validé, donc je peux en parler, ça sortira en janvier prochain, ça va s'appeler 10 minutes en mode panique. Et je repars sur un nouveau projet adulte là en ce moment, puisqu'il y a un roman adulte qui est paru il y a 15 jours, et donc je commence à l'écrire, un roman qui paraîtra dans 2 ans. C'est fini pour cette émission, mais aussi pour cette 9e année de Croque Lecture. Lucas et moi laissons maintenant la place aux autres chroniqueurs pour continuer cette aventure à travers les mondes imaginaires proposés par nos auteurs et autrices favorites. Nous vous souhaitons d'agréables vacances et surtout de très belles lectures sous le signe de Croque Lecture.